l'après-midi. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Nous sommes quelque peu en retard pour ce webinaire. Il nous a fallu régler quelques problèmes techniques. Maintenant, tout le monde est en ligne. Je me présente. Je suis la directrice de l'équipe au GPE. Pour ce séminaire, autour de la table à Washington, nous avons Sérénate qui nous aide du côté du webinaire et nous avons également un analyste de l'éducation qui est à mes côtés. Nous allons travailler sur le premier webinaire, il y en aura deux, sur les modèles de simulation dans l'éducation. Et alors, vous savez tous que nous développons des plans pour l'éducation et leur mise en œuvre. Donc, dans ce cadre, ces modèles de simulation sont très importants pour nous assurer que les plans sectoriels sont sains et solides et qu'ils suivent les prévisions économiques et démographiques. Pour la communauté, nous venons d'appuyer les pays en développement pour élaborer des modèles de simulation pour prévoir les obligations dans le système, les critères, l'évaluation des différents scénarios politiques et la vérification des incidences financières de ces différents scénarios. Aujourd'hui, nous avons l'Institut international de l'UNESCO et le siège qui vont nous présenter un exposé sur les modèles de simulation pour expliquer où l'on en est, comment ils sont développés, et quels sont les facteurs, les conditions pour élaborer des modèles de simulation efficaces. Et cet exposé sera suivi de 3 exemples pays: l'Ouganda, le Sénégal et la RDC, qui nous diront comment ces modèles ont été développés, quelles ont été les difficultés pour leur développement et comment l'on s'est servi de ces modèles de simulation pour appuyer le dialogue politique ou les orientations. Le deuxième webinaire que nous allons tenir au mois de mars sera axé sur l'application en fait des modèles de simulation. Nous allons commencer à parler de ce sujet aujourd'hui, mais la prochaine fois, nous allons aborder davantage son application et quels sont les résultats de l'élaboration de modèles solides de simulation. Vous aurez la possibilité de poser quelques questions à l'issue de nos exposés. Vous avez une adresse mail où vous pouvez envoyer vos questions au webinaire au gpe.org et vous avez également une fonction chat ou salon de YouTube qu'on vous a envoyé. Nous sommes enregistrés aux fins d'information et nous vous parlerons des différentes ressources, c'est-à-dire comment trouver l'enregistrement et ce après le webinaire. Je crois que j'en ai terminé de la présentation des grandes questions d'intendance. Maintenant, je vais passer la parole à l'IEPP et à l'UNESCO, qui sera présenté par la spécialiste de l'éducation et M. Diouf de l'IEP. Et ensuite, je présenterai les autres présentateurs Ouganda, Sénégal et RDC, Jane Hodjogi qui est en ligne, et Blaise également Belessi, et ensuite Cheikh Bamba Gueye. Je vous passe la parole donc. Merci. Merci mille fois et bonjour. Ousmane, je me présente de l'IEP. Et c'est moi qui ferai donc cet exposé avec ma collègue Satoko. Est-ce que nous pouvons passer aux diapositives? Très bien. Voilà. Tout d'abord, nous allons faire un exposé sur les modèles de simulation, donc le processus de planification, le modèle, les différentes difficultés et les améliorations éventuelles des modèles de simulation. Et ensuite,
nous parlerons des comparaisons de certains modèles de simulation que nous avons sélectionnés pour développement dans les pays et pour différentes institutions. Je passerai donc ensuite la parole pour le 3 et 4 à ma collègue Satoko. Je ferai les 1 et 2 et nous viendrons compléter nos informations l'un avec l'autre. Voilà. Le modèle dont nous servons pour la planification, tout d'abord, nous formulons la politique, les priorités, les stratégies, et à partir d'une analyse sectorielle tout d'abord, et de la conception de programmes. À partir de là, d'ordinaire, nous élaborons des activités pour réaliser les résultats qui sont attendus. Nous définissons les programmes et il va nous falloir les tarifer, ces activités, pour savoir exactement ce que nous aurons besoin en termes de financement. Et nous allons développer également un cadre budgétaire pour savoir quels sont les fonds qui sont disponibles pour ce plan que nous avons dressé et faire une comparaison entre les coûts des activités et les ressources qui sont disponibles pour combler le déficit, si c'est faisable ou pas. Diapositive suivante. Voilà. Ici, une fois que nous avons défini les coûts et les ressources qui sont disponibles, des financements internes, extérieurs, des donateurs, nous voyons quelle est la différence entre la tarification et ce dont nous disposons pour combler le déficit. Diapositive suivante. Et ce déficit nous permettra de voir les conséquences ou la faisabilité des politiques que nous avons définies avant de concevoir le programme et ensuite pour prendre des décisions sur la façon dont nous nous adaptons selon les priorités et les fonds disponibles pour réaliser nos résultats. Diapositive suivante, voilà. Ces politiques sont suivies d'un système lui-même, c'est-à-dire l'éducation supérieure, les salaires, le TVET, l'équipement pour les écoles, le personnel, la certification, l'éducation de base universelle, tout ceci. Voici quelques exemples des interventions politiques qu'un pays examinera, c'est-à-dire ce qui va être financé, quels sont les coûts de toutes ces différentes politiques ensemble. Diapositive suivante. Diapositive suivante à nouveau. Très bien. Nous avons les grands principes pour le modèle de simulation. Ce qu'il vous faut faire tout d'abord, c'est voir les éléments démographiques pour couvrir la population qui va à l'école et qui est en âge d'aller à l'école pour la première fois, pour voir comment le système couvre le secondaire, le primaire, etc. Et à partir de là, nous avons donc un nombre d'élèves dans le système total et ensuite nous avons des ratios, c'est-à-dire le nombre d'élèves par professeur, combien dans les classes et ce qui est nécessaire dans le système d'éducation, par exemple les manuels. Il nous faut faire l'estimation ou le calcul des enseignants nécessaires pour le système, l'environnement politique, le nombre d'équipements, d'écoles, les matériels didactiques, ensuite coût unitaire, salaire des enseignants, le coût des bâtiments et du matériel, et également les matériels didactiques pour avoir le coût total du plan organisé
par catégorie, par les dépenses en équipement. Et ensuite, nous faisons l'estimation des ressources nationales qui sont affectées à l'éducation, au système éducatif. Et également, il nous faut voir le financement extérieur. Où est-il financé? Quelles sont les estimations des ressources attendues de l'extérieur, c'est-à-dire des donateurs, et parfois également de la part du financement privé qui est saisi pour les pays, disons, où les honoraires ou les frais éducatifs sont versés directement. Et toutes ces ressources globalement, représente les ressources qui sont disponibles pour ce plan par rapport aux coûts, donc en comparaison des coûts du programme. Ceci nous donnera l'écart financier entre les deux. Et ceci sera en estimation du pourcentage du PIB ou encore du budget, du déficit budgétaire pour savoir si cela est faisable ou pas. Si cela surpasse le plafond, nous reviendrons au programme et aux résultats escomptés et faire une adaptation pour avoir un déficit qui est gérable et ensuite voir les différentes orientations politiques qui sont les nôtres pour pouvoir mettre en place un programme finalisé tout du moins, et des résultats escomptés qui incluront donc même le déficit dans le plan stratégique. Voilà. Diapositive suivante. Et ici, nous allons parler des difficultés rencontrées dans l'utilisation des modèles de simulation. Je passe la parole à ma collègue. Ah non. Merci. Je viens du siège. La plupart des pays se sont servis de ces simulations dans leur planification et nous avons vu également qu'il y a des difficultés pour les pays. Chaque pays, bien sûr, est différent et chacun d'entre eux va nous en parler après cet exposé. Mais voici les grandes catégories des difficultés en question. Des difficultés. Tout d'abord, les données. Comme on vient de vous le dire dans la diapositive précédente, il y a des données qui sont nécessaires de qualité, mais elles ne sont pas forcément disponibles directement ni immédiatement. Il faut des hypothèses, des calculs et l'exemple classique et quel que soit le modèle qu'on utilise, en fait. Si vous avez des données qui ne sont pas fiables, les résultats ne seront pas non plus fiables. Donc, il vous faut passer à des prévisions. Autre difficulté, c'est l'appropriation et la capacité des pays. Nombre des pays n'ont pas toujours l'expérience. Il faut des spécialistes externes, consultants ou autres organisations, et parfois l'on n'a pas de suffisamment d'appropriation des résultats pour utiliser le modèle dans le pays. Donc il va falloir apporter des adaptations. Ou encore, il y a moins d'impact donc et de durabilité du modèle et une moindre qualité. Et enfin, il y a un manque de liaison entre la structure des modèles de simulation existants, dont on se sert, et d'autres documents. Pour d'autres structures et organigrammes, par exemple la structure du plan sectoriel de l'éducation ou encore le format du plan d'action et de mise en œuvre, et surtout, un manque de liaison entre la structure des modèles de simulation et la structure de loi budgétaire. Et c'est l'exercice de simulation qui n'aura pas les résultats puisqu'ils ne sont pas reliés à ces autres documents ni à ces autres exercices. Diapositive suivante. À partir de là, il y a 3 éléments sur lesquels il nous faut nous pencher pour les modèles à l'avenir. Tout d'abord, travailler
à l'amélioration des systèmes d'information pour fournir des données exactes et opportunes pour la modélisation. Il faut également améliorer l'internalisation du modèle de simulation au sein du gouvernement pour régler les problèmes dont je viens de parler. Et ensuite, troisièmement, il nous faut travailler à établir le lien entre les outils, le cadre de suivi et d'évaluation, les modèles de simulation, le plan de mise en œuvre et cadre budgétaire pour que tout ceci soit cohérent. Diapositive suivante. Diapositive encore suivante. Et ainsi que je l'ai dit, la plupart des pays se servent de modèles de simulation à quelque égard. Et nous savons qu'il y a plusieurs modèles qui existent de simulation. Et nous voulions dire que la plupart des modèles, quel que soit leur nom, sont très analogues au niveau de la structure. Cela suit ce que nous vous avons montré tout à l'heure. Il y a des différences de démarche. Tout d'abord, il y a deux démarches différentes pour ces modèles de simulation, pour ceux qui existent d'ores et déjà. Tout d'abord, une approche spécifique à chaque pays. Nous travaillons avec les pays pour lancer le modèle et le développer à partir de zéro, si vous voulez, pour chaque pays. Ou alors, il y a une démarche générique, c'est-à-dire à partir de quelque chose, d'un canevas qui existe, et le développer davantage, les étoffer pour les pays. Il y a des éléments pour, des éléments contre. Si vous voulez une démarche spécifique à chaque pays, ça peut être tout à fait particulier au pays, ça peut servir pour le renforcement des capacités en profondeur, et ce pour le pays. Et cela prend beaucoup de temps, certes, et cela va exiger des compétences assez approfondies quant à l'utilisation. Pour le modèle générique, c'est quelque chose qui existe déjà, il suffit de l'adapter rapidement d'ailleurs. Cela n'exige pas de connaissances techniques profondes, que ce soit en statistique ou encore méthode Excel, mais on peut dire que l'on peut s'en servir de ce modèle sans connaissances conceptuelles ou par rapport aux hypothèses prises. Mais, puisque c'est un modèle générique, il doit être adaptable et c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'en Excel pour les utilisateurs, disons. Autre différence entre ces différents modèles de simulation, ce que je voulais souligner, c'est qu'il n'y a pas de grosses différences en méthodologie, mais c'est la façon dont on calcule, dont on prévoit, par exemple, le nombre d'élèves pour les méthodologies dont on se sert. Tout d'abord, c'est ce que nous appelons le modèle de flux. Le nombre d'élèves pour ce modèle est calculé à partir de la démographie, combien arrivent en 12e, combien vont passer de classe en classe, combien vont redoubler. Donc on fait le calcul par classe. Et la deuxième méthode, c'est ce que nous appelons la méthode simplifiée. On prend une évaluation, un taux brut de scolarisation, les admissions, le taux de rétention transversale, et ensuite le nombre de redoublants. Là, encore une fois, il y a des points positifs et négatifs pour chaque démarche, pour chaque modèle. Alors, le modèle de flux, vous avez des données plus précises, mais il vous faut des informations de classe en classe, donc davantage de données sont nécessaires. Et l'approche simplifiée, c'est l'inverse. Vous pouvez avoir moins de données qui sont nécessaires, donc la disponibilité moindre de données, c'est plus facile à utiliser,
mais les résultats ne seront pas aussi précis que le premier modèle. Maintenant, diapositive suivante. Nous récapitulons ici comment les modèles existants ont été sélectionnés. Par exemple, certains d'entre vous connaissent le système de l'UNESCO que vous voyez ici. C'est la modalité, mais c'est là où nous appuyons les pays pour ce modèle. Il y a un autre modèle, l'UNESCO à Bangkok, etc. Mais il y a plusieurs modèles. Comme je vous l'ai dit, au niveau de la méthodologie, ils ne sont pas trop différents. Fondés sur la démographie, le calcul du nombre d'élèves. Ensuite, on calcule les ressources qui sont nécessaires. D'autres sont plus génériques. On peut donc les adapter. D'autres sont spécifiques au pays. D'autres se servent du flux, l'autre le modèle simplifié. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de grosse différence entre eux. Diapositive suivante. Cela étant, je voulais simplement vous présenter l'un des modèles que l'UNESCO vient de lancer. Ces modèles de simulation de l'éducation, SIMUED. Mais parallèlement, c'est fondé sur l'EPSIM, mais c'est une démarche modulaire. Comme je vous l'ai dit, il y a des différences de démarche quant à la méthode de calcul. L'on prend une démarche, c'est une option. Il y a différents types de calculs, de méthodologies dont on peut se servir. C'est modulaire, c'est un petit peu comme des Lego dont on peut se servir, on peut choisir les modèles, cela dépend des données, des prévisions que le pays doit établir et l'utilisateur choisira la méthodologie qui lui convient le mieux. Et je sais que nos collègues de la DRC vont en parler. Et aux fins d'information, c'est un outil qui est en élaboration, le dernier. Modèle de SIMUED peut être téléchargé à partir du lien que je vous ai indiqué ici à l'écran. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci. Merci Satako, merci Ousmane. Nous allons passer au premier exposé pays pour l'Ouganda. Jane, qui est économiste senior par intérim. Au département de planification du ministère de l'Éducation en Ouganda. Jane, je vous passe la parole. Merci mille fois. Bonjour à tous. Bon après-midi également. Pour les antécédents, 2 ont été élaborés ici en Ouganda pour le secteur de l'éducation en Ouganda. Les projections et modèles de simulation en ce qui concerne le secteur éducatif ougandais repose sur l'élaboration du plan stratégique pour le secteur de l'éducation et des sports. Et les modèles sont en fait intégrés dans le plan stratégique. Ça permet de planifier quelles sont les ressources qui sont nécessaires dans le secteur, donner des objectifs et indiquer les différentes options politiques. Quand nous voulons savoir où nous en sommes, nous prenons la ligne de référence dans le modèle et nous utilisons des objectifs stratégiques qui existent pour déterminer les ressources nécessaires, les coûts et les différentes options et les indicateurs et les objectifs. Alors, le contexte pour le plan stratégique, nous avons une vision nationale. C'est une vision qui va de 2010 à 2040, qui est donc le plan d'ensemble que nous devons réaliser d'ici 2040 pour que l'Ouganda devienne un pays à revenus intermédiaires. Et NDP, bien sûr, c'est une période de 5 ans. Nous en avons 2. Un qui se terminera
en 2020, un PND, ensuite un plan de développement national et un plan stratégique qui est développé et qui est aligné sur le plan de développement national et les aspirations du secteur de l'éducation. Le plan de secteur de l'éducation informe le développement de différents secteurs, c'est-à-dire pour l'éducation supérieure, primaire, secondaire. Et nous avons aussi d'autres institutions dans le secteur de l'éducation qui répondent à ce secteur, à ce plan stratégique du secteur de l'éducation. Par exemple, les universités, les centres de développement de cursus. Le processus de développement du secteur, le ESSP, le PSSE, on en a parlé déjà, c'est en fait le modèle que nous suivons, c'est un guide et nous suivons les orientations qui ont été données par le GPE, encore une fois. Passons à la diapo suivante. Merci. Quel est le processus de ce modèle de simulation et comment est-il utilisé dans le processus de planification en Ouganda? Ce processus est d'abord à une collecte de données de base. Nous avons différentes prévisions démographiques sur la population, sur les différentes données sur les élèves. Nous collectons des données sur différents aspects du secteur, par exemple les ressources, l'équipement. Ça nous permet d'avoir aussi des coûts unitaires. Au moment, c'est là où nous actualisons les coûts unitaires pour les utiliser dans la période de planification suivante. Ceci nous permet aussi de projeter quelles sont les ressources nécessaires dans le secteur, quels seront les enseignants nécessaires, les locaux nécessaires, et cela nous aide aussi à décider de différentes options. Nous avons différentes options politiques, nous avons des engagements politiques, et donc différentes politiques ont été adoptées, mais les modèles de simulation et les différents modèles nous permettent d'analyser ces options politiques et nous choisissons celles qui sont les meilleures pour pouvoir nous permettre de réaliser nos objectifs d'ici la période de planification. Les simulations sont utiles parce qu'elles nous donnent la possibilité de comprendre tout le système éducatif. Dans notre plan stratégique, nous venons de le développer, mais en ce qui concerne l'analyse, nous avons aussi analysé, quand nous avons analysé les résultats des convocations, par exemple, nous voyons que les résultats sont en dessous de ceux des résultats escomptés, ce qui nous permet... L'interprète s'excuse, mais nous avons énormément d'interférences sur la ligne. Désolé, c'est Raphaël qui parle. Vous devez parler un petit peu plus doucement, s'il vous plaît, parce que nous ne vous suivons pas, dit Raphaël. Je suis désolée. Et également... J'ai déjà discuté des différents intrants, des activités, et aussi c'est quelque chose qui permet de budgétiser, de savoir le coût de ce plan stratégique. Ça nous permet de choisir les priorités, les cibles, les activités et les séquences dans lesquelles les activités doivent s'exécuter dans les 5 ans du plan. Et quand nous préparons le budget, nous choisissons ces activités. Est-ce que je continue?
Comment avons-nous élaboré ce modèle de simulation? Ça, c'est quelque chose auquel on a fait allusion, auquel le présentateur a fait allusion. Et en Ouganda, nous avons utilisé le modèle de flux ainsi qu'un modèle qui est très spécifique au pays. C'est-à-dire que nous l'avons développé à partir de zéro et nous avons utilisé donc des éléments très spécifiques au pays et c'est comme ça que nous avons développé nos modèles et qui suit la collecte des données, l'analyse de la situation, l'établissement des indicateurs ainsi que des réunions sous-sectorielles. Les difficultés auxquelles nous avons fait face pendant l'élaboration de ce modèle, la première, c'est bien sûr la disponibilité des données. Nous avons réalisé que notre système de gestion avait été actualisé en 2017 et 2018, donc il n'était pas actualisé et c'est ce que nous avions utilisé pour la collecte de nos données. Nous n'avons pas de données sur les budgets et le financement s'appuie sur des données extérieures, de financement extérieur et sur le gouvernement de l'Ouganda. Et c'est quelque chose donc, qui date de 3 ans. Les autres éléments aussi qui nous manquent, c'est bien sûr des données très anciennes, toutes les interventions, les manuels qui ont été distribués, tout ceci, tous les élèves, tous les manuels qui ont été distribués aux élèves, tout ceci n'a pas été actualisé depuis 3 ans. Le stock de données manque également, en particulier au niveau post-secondaire, et nous avons découvert que nous n'avons pas d'informations sur les équipements qui sont disponibles, les exigences par rapport aux élèves et aux étudiants, et il y a énormément, bien sûr, de données qui manquent sur ce point-là. Ce qui nous manque également, ou ce qui n'est pas réaliste, ce sont les coûts unitaires. Les coûts unitaires que nous utilisons ne sont pas actualisés et donc nous ne savons pas véritablement ce dont on a véritablement besoin pour qu'un enfant puisse parvenir à une éducation de qualité à coût unitaire. Nous avons quelque chose qui a été approuvé par le gouvernement, mais on ne sait pas véritablement ce dont nous avons besoin du point de vue de financement pour financer chaque enfant pour qu'il puisse parvenir à une éducation complète pour terminer son éducation primaire. Ce sont des données qui nous manquent. Nous avons aussi de faibles capacités à tous les niveaux de la planification. Au niveau national, nous avons certaines personnes, très peu au niveau du département de la planification, qui savent véritablement comment développer un modèle ou même interpréter les modèles ou les indicateurs. La plupart du temps, ce que nous avons besoin de faire, c'est bien sûr de nous adresser à des instances extérieures pour nous aider. La question aussi, c'est que les projections et les modèles de simulation ne dépassent pas les frontières nationales. L'éducation est décentralisée. Et la planification, la budgétisation et la comptabilité, tout ceci est décentralisé et les simulations sont appliquées au secteur de l'éducation du point de vue stratégique, mais au niveau des gouvernements locaux et autres, eh bien, ils n'utilisent pas des modèles de simulation quand ils développent leur plan éducatif. Ils n'ont pas la capacité à ce niveau-là. Et nous ne les avons pas soutenus parce que nous-mêmes, nous n'avons pas les capacités de le faire. Les autres difficultés, c'est l'alignement des plans sur le budget. Ça, c'est crucial la plupart du temps. Nous avons un plan stratégique et on ne met pas en œuvre ce plan parce que la traduction entre le plan et le budget est difficile. Quand nous faisons des rapports sur les activités du secteur, eh bien, on ne capture pas, on ne fait pas de rapport exact sur les réussites que l'on peut remporter. Il y a donc une rupture il n'y a pas d'alignement entre le plan et le budget. Quand les autorités de planification nationale nous évaluent, les scores sont bien sûr, les notes sont bien sûr inférieures. Il y a aussi certaines difficultés en termes de projection qui ne sont pas suffisamment réalistes, elles ne sont pas cohérentes pour permettre de comprendre les besoins du secteur.
Diapositive suivante. Alors, les enseignements. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Les enseignements. Le besoin de données fiables et précises, ça, c'est quelque chose qui nous empêche de progresser. Il nous manque des données. Et nous devons aussi avoir un plan stratégique aligné sur une budgétisation axée sur les programmes. Mais nous développons toujours un plan qui peut appuyer ceci. Nous devons nous appuyer aussi, nous focaliser sur les résultats. Il faut savoir, si nous voulons escompter certains résultats, ce dont on a besoin, quels sont les intrants qui nous permettront d'effectuer les activités. Et c'est quelque chose, effectivement, qui nous manque. Nous avons ajusté ou adapté nos plans pour montrer quels sont les programmes qui s'intégreront à la budgétisation, mais il y a toujours un certain manquement, certains manques. La structure du modèle peut être aussi modifiée pour correspondre au niveau de désagrégation souhaité. Le dernier plan stratégique que nous avons désagrégé était en fait par sexe. Cela montrait donc par classe, garçons et filles. Et ces données, c'est donc tout à fait possible de le faire puisque nous l'avons fait par le passé. La question aussi, et la méthode de projection diffère. Par exemple, on pourrait utiliser les années précédentes, nous avons utilisé les structures des services publics, mais ici, il nous manque certaines structures à certains niveaux et donc on ne peut pas savoir quels sont leurs salaires. En ce qui concerne les recommandations, c'est ma dernière diapositive. Qu'est-ce qui devrait être amélioré dans ce plan ou ces projections? Donc, tout d'abord, il faudrait améliorer la collecte des données, la portée et la disponibilité des données. Dans certains cas, ce que l'on découvre, c'est qu'on a des données pour l'école primaire, secondaire, mais pas post-secondaire. Les données aussi pour les manuels, les enseignants, etc., les inspections. Il nous manque des données, donc les données de surveillance ou de contrôle manquent. C'est donc là où on doit élargir effectivement la portée de ce secteur de collecte de données. Il faut aussi s'accorder sur la source des données. En Ouganda, nous obtenons des données des organismes du gouvernement, on a des données des donateurs. Il y a donc différentes sources des organisations scolaires, mais il faudrait s'accorder pour savoir quelle est la source des données que l'on doit adopter quand on développe nos prévisions et nos modèles de simulation. L'autre recommandation que je voudrais soumettre, c'est donc les priorités. Nous avons besoin de connaître quelles sont les activités, les intrants, les systèmes de budgétisation. Il faut non seulement planifier en fonction des programmes, mais savoir comment ces intrants, comment pour parvenir aux résultats à partir des intrants. Nous devons également avoir des documents suivant la classification du budget. Si on ne peut pas, nous devons avoir les fonds qui nous permettent de planifier nos activités et le modèle de simulation doivent avoir des documents basés sur la structure budgétaire. Le suivi et l'évaluation en Ouganda est basé sur la structure au sein du système fiscal. Nous avons donc besoin d'un plan de simulation qui nous donnerait des documents qui s'intégreraient au sein de la classification budgétaire. C'est donc une question de transition qui nous permettrait d'avoir un meilleur suivi et d'évaluation. Autre recommandation, renforcement des capacités à tous les niveaux, non seulement au niveau national, mais on doit développer la capacité des institutions dans le secteur de l'éducation. Nous avons besoin de savoir quels sont les coûts unitaires qui sont un élément essentiel pour
appuyer le secteur et nous devons pouvoir les utiliser pour pouvoir définir si nous avons besoin de ressources supplémentaires, quelles sont les ressources supplémentaires dans le secteur. Si on a besoin d'1 milliard supplémentaire pour le secteur, très bien, mais quels sont en fait les éléments au niveau granulaire qui nous permettent effectivement de demander ces ressources supplémentaires? En dernier lieu, je recommande également que les estimations CMDT du plan sectoriel, de les utiliser, mais du bas vers le haut, c'est-à-dire savoir quelles sont la disponibilité des ressources, mais examiner aussi quelles sont les contraintes budgétaires ou la structure budgétaire. Dans le cas de l'Ouganda, le cadre d'expansion à moyen terme ne nous permet pas de connaître tous les éléments. Nous devons donc convaincre les ministres des ressources dont nous avons besoin dans les différentes institutions au niveau du secteur. Je vous remercie. Merci pour votre présentation. Il est intéressant de voir les enseignements tirés et ce que vous recommandez pour développer ces modèles. Peut-être que le Sénégal a la même expérience avec Cheikh Bamba Gaye, qui est Nous allons passer la parole au Sénégal. Merci. Bonjour et bonsoir. Thank you very much. Good morning, good afternoon to all. I'm going to try very quickly. Le travail qui a été fait au niveau du Sénégal concernant les modèles de simulation. Alors, tout d'abord, je tiens à faire un plan de présentation. Donc, en 6 étapes, diapositives. Donc, on va d'abord expliquer le contexte donc, du processus de développement du plan sectoriel. Dans un deuxième moment, on va voir comment le modèle de simulation a été utilisé dans le processus de planification, voir les forces et les faiblesses du modèle, donc les difficultés et les suggestions d'amélioration du modèle de simulation. Diapositive suivante. Alors, le contexte donc de développement du plan sectoriel, diapositive suivante, a été donc réalisé. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Donc, on va essayer de présenter le contexte. Je ne vois pas, la diapositive n'apparaît pas. Alors, il faut savoir que le Sénégal a développé son nouveau plan sectoriel sur la base d'un nouveau contexte, donc qui a été marqué par 3 niveaux. Alors, au niveau international, donc on a un certain nombre d'initiatives comme les objectifs de développement durable, donc qui ont été amenés à partir de 2015. Donc au niveau régional, donc il y a le cadre d'action de l'agenda 2063. Et enfin maintenant au niveau national, on a un certain nombre d'initiatives, notamment le PSE, l'acte 3 de la décentralisation et l'Agence nationale de l'éducation. Alors, donc, ce qui a été fait, le paquet a été basé sur une évaluation donc, du plan sectoriel 2013-2015. Donc, ce plan-là a été évalué et sur la base de cette évaluation-là et des nouvelles, comment dirais-je, références internationales, les ODD, le cadre d'action donc, de l'ODD 4, donc les réformes de l'UEMOA et l'agenda 2063. Donc, tout ce package-là a été utilisé pour faire ce qu'on appelle le plan sectoriel du Sénégal. Diapositive suivante. Alors, diapositive suivante. Alors, donc, je n'ai pas encore la diapositive qui s'affiche. Donc, pour simplement revenir sur le contexte donc, qui a permis le développement du modèle, on a d'abord fait ce qu'on appelle l'évaluation de la phase 1 du paquet, ce qui nous a permis d'avoir les défis majeurs pour le plan suivant. Sur cette base-là, on a fait ce qu'on appelle la planification stratégique, en partant de la lettre de politique générale sectorielle, donc qui est une lettre qui couvre l'ensemble du secteur de l'éducation et de la formation, qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur,
le ministère donc, de la formation professionnelle et de l'emploi et l'Agence nationale de la case des tout-petits. À cette lettre de politique donc, et le document de politique qui nous a permis quand même de faire toute la planification stratégique jusqu'au cadre de mesure de résultats, qui est donc le dernier maillon de la chaîne par rapport à la planification stratégique. Alors, tous ces documents-là ont été soumis à une évaluation indépendante qui a été commanditée par le GPE. Donc, cette évaluation-là a eu lieu et les résultats de cette évaluation-là ont été intégrés dans ces documents et envoyés au niveau du PME, donc pour que le document soit validé au niveau de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, ce qui a été fait en août 2018, et au niveau du ministère de l'économie et des finances du pays. Donc, ce document-là a été validé. Alors, pour rappeler, ce processus-là a été tout le temps itératif, c'est-à-dire qu'à chaque moment du processus, donc, on fait une consultation au niveau du GNPF et on intègre les recommandations qui ont été proposées au niveau de ce comité-là. Donc, c'est une partie donc, qui a été itérative, des allers et retours pour que les documents respectent les règles d'inclusion et de partage. Alors, diapositive suivante. Donc, on a essayé maintenant, par rapport au modèle de simulation proprement dit, donc, on a essayé de voir le modèle-là, quelles sont les forces de faire une analyse sur. Alors, diapositive suivante. Ce modèle, quand on l'a regardé, ça prend en compte ce qu'on appelle les réformes de l'UEMOA. Donc, c'est un modèle déjà qui prend l'architecture des programmes et qui permet donc de répondre à cette problématique-là des réformes de l'UEMOA. Elle permet de faire un link entre tout ce qui est ressources dans la scène de la planification, en partant des politiques, la planification, la programmation, la budgétisation, le financement et enfin le suivi et l'évaluation. Ça, donc, c'est un aspect extrêmement fort de ce modèle-là qui permet de faire le link entre tous ces éléments-là. Ensuite, on a l'aspect renforcement donc entre la coordination et les directions de budget et de finances parce que c'est un modèle qui épouse la nomenclature du budget national au niveau de notre pays. Et enfin, ça permet aussi de faire l'alimentation donc au niveau du dialogue politique. Ça veut dire que ça permet à chaque parti de pouvoir venir et de défendre ses intérêts par rapport aux actions et aux activités qui ont été programmées dans le cadre donc, du plan. Donc ça, c'est les aspects liés au modèle. Diapositive suivante. Alors maintenant, par rapport au contexte de développement du modèle de simulation, comment le modèle a été développé. Donc, il y avait une équipe technique nationale. Donc, on avait les représentants de l'ensemble des directions, des ministères, l'enseignement technique, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et l'Agence nationale de la case des tout-petits. Donc, tous ces ministères-là ont été réunis dans une équipe nationale technique avec une formation qui a été donc, réalisée au niveau de l'Institut national de planification de l'éducation pour les capacités à développer un modèle de simulation. Ensuite, on a fait un diagnostic de l'ensemble des modèles qui étaient, dans le circuit au niveau de notre pays et au niveau international. Et on a fait la synthèse donc, de ces modèles-là pour faire une note conceptuelle pour le développement du nouveau modèle de simulation. Et sur cette base-là, la collecte de données a été lancée et le développement du modèle a commencé sur la base d'une feuille vierge Excel. Et donc, l'ensemble des paramètres ont été intégrés au fur et à mesure. Diapositive suivante. Alors, le processus donc, que l'on note quand on ouvre le modèle de simulation, donc il y a un cadre logique, un cadre logique global qui permet de lier la politique sectorielle au niveau de l'éducation avec la politique nationale. Donc au niveau national, donc, il y a le cadre logique qui lie ces deux éléments-là. Alors, sur cette base donc, de cette cadre logique-là, donc, on a développé une feuille qui nous permet de faire l'estimation des ressources disponibles par source de financement. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a essayé d'estimer d'ici à 2030 quelles sont les ressources que l'État pourrait mettre dans l'éducation. On a fait la même chose pour les partenaires techniques et financiers. Ensuite, on a fait la même chose pour le secteur privé. On a fait la même réalisation pour les fonds que les ménages vont mettre dans l'éducation. Et enfin maintenant, ce que les collectivités locales, ça veut dire que les démembrements de l'État au niveau local, quelles sont les ressources que ces entités-là pourraient mettre au niveau de l'éducation. Sur cette base-là, on a construit donc des maquettes par administration. Ça veut dire que des cadres logiques par sous-secteur.
on a fait un cadre logique pour l'enseignement technique et la formation professionnelle sur la base du cadre logique global. La même chose a été faite pour l'éducation nationale, la même chose donc au niveau de l'enseignement supérieur et aussi au niveau de l'Agence nationale de la case de tout petit. Donc sur ces cadres logiques-là, on a défini les programmes et chaque programme a un certain nombre d'objectifs spécifiques pour atteindre les résultats qui sont définis dans le cadre logique global. Donc ces programmes-là sont aussi déclinés en actions, en sous-programmes, en actions et en activités. Et donc sur la base de ces actions, de ces programmes, de ces sous-activités-là, on a introduit ce qu'on appelle les intrants. Ça veut dire que pour la réalisation de ces activités-là, on a besoin d'un certain nombre d'intrants. Et ces intrants-là ont été évalués par coût unitaire. Donc ces coûts unitaires-là, liés donc à ces intrants, donc qui sont des intrants classés par nature économique et par nature budgétaire pour nous permettre de pouvoir communiquer directement avec la question donc, de la nomenclature au niveau du budget. Donc une fois que les coûts ont été définis et les intrants, donc ça nous a permis de faire le chiffrage des stratégies. Ça veut dire que la stratégie est directement liée à un objectif, à un programme, et donc chaque activité est liée à un programme, lié à un résultat attendu à la fin du plan sectoriel. Donc, une fois qu'on a évalué le coût global donc, du plan sectoriel et on avait estimé les ressources que les partenaires et l'État pouvaient mettre dans l'éducation, cela nous a permis de calculer un gap donc, de financement par rapport aux besoins réels du secteur. Et maintenant, sur la base de cette stratégie-là, de ces documents qui ont été définis, donc qui sont disponibles dans le cadre du modèle, on peut directement extraire un certain nombre de documents, notamment les documents de planification pluriannuelle des dépenses, qui seront utilisés dans le cadre donc, du budget annuel. Ensuite, on a aussi extrait ce qu'on appelle le plan d'action prioritaire pour la phase 1 du paquet, donc la phase 2018-2022. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Donc, les forces de ce modèle de simulation qui a été développé au niveau du Sénégal, c'est que, diapositive suivante, c'est que ça permet de faire une cartographie globale des besoins du secteur et de faire des arbitrages de la répartition du budget entre les entités, les différentes administrations qui existent donc au niveau du pays. Cela permet également de faire un dialogue entre les structures dans le cadre du processus de planification. Parce que toutes les institutions donc, qui sont concernées par la programmation ou la budgétisation ont été invitées donc, à la réalisation de ce modèle de simulation-là. Donc, c'est un outil de dialogue donc, qui permet aux différentes entités de pouvoir communiquer. Elle permet aussi de produire des documents de programmation budgétaire pour prendre en charge effectivement ce qui a été planifié. Parce que le constat était qu'à chaque fois on planifie, mais dans la budgétisation, cette planification-là n'était pas prise en charge. Alors maintenant, cet instrument-là va permettre de faire le lien entre la planification et la budgétisation, à travers maintenant le plan d'action qui sera annualisé par un plan de travail annuel. Donc ça, c'est les forces. Les faiblesses maintenant de ce modèle-là, ce n'est pas une faiblesse en soi par rapport au modèle, mais c'est qu'au niveau du Sénégal, la répartition du budget du secteur de l'éducation est une répartition par ministère. Cela veut dire que le ministère de l'Éducation nationale a une enveloppe donc, pour son budget, le ministère de l'Enseignement supérieur a une enveloppe pour son budget, le ministère donc, qui gère la case des tout-petits a une enveloppe de budget et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a son propre budget. Donc cela constitue un problème dans la mesure où, à partir de ce moment-là, on ne pourra pas faire une répartition sectorielle car la répartition a été déjà réalisée au niveau ministériel. La deuxième difficulté, c'est que le modèle de simulation veut que l'approche soit une approche participative. Donc, si l'ensemble des parties prenantes ont été invitées dans le processus, des fois, il peut arriver que certaines activités soient omises dans le cadre donc, de la stratégie, surtout dans le cadre de la programmation. Parce que la planification et les stratégies regroupent l'ensemble des éléments du secteur, alors que la budgétisation est ministérielle. Et donc là, il y a un petit décalage entre un certain nombre d'activités qui ont été programmées et le budget ne pourrait pas les prendre en charge. Et donc, ce qui fait que
les activités dans le plan budgétaire seront inférieures aux activités qui sont dans le plan stratégique. La recommandation en guise de conclusion, c'est qu'il faut que dans la création ou bien dans la modélisation, il faut que les directeurs, les responsables de programme soient impliqués. Car si les directeurs ne sont pas impliqués dans le cadre de la programmation, un certain nombre d'éléments, donc le portage politique risque de souffrir. Et dans la budgétisation, ces éléments-là ne seront pas transcrits. Ensuite, c'est un document que nous voulons aussi également faire un modèle, une référence pour les autres ministères, dans la mesure où ça permet d'entrer directement dans l'approche programme, qui est une nouvelle approche donc, qui permet au Sénégal et au pays de l'UEMOA d'avoir des politiques publiques organisées en programme. Et ces programmes-là, il faudrait que les responsables de ces programmes-là soient impliqués dans tous les processus de planification, notamment dans le cadre de cet exercice qui concerne le modèle de simulation. Diapositive suivante. Donc, en conclusion, pour dire simplement que le modèle de simulation du Sénégal est un exemple donc, qui a été développé par des acteurs nationaux, accompagnés par des consultants qui ont été commis par l'Institut international de planification de l'éducation et de la formation. Le modèle, quand même, épouse les documents de programmation et de budgétisation qui existent au sein de notre pays. Et je pense que les recommandations majeures pour cette partie-là concernent l'implication des responsables des programmes et enfin maintenant que ce modèle-là soit utilisé par les autres ministères et le ministère des Finances pour qu'on ait une harmonisation au niveau national concernant l'ensemble des documents de planification. Merci de votre attention. C'est fini? Merci de cet exposé. Merci des aperçus de votre expérience au Sénégal. Je vous rappellerai que vous pouvez poser des questions sur YouTube ou encore par voie mail, webinaire@gpe.org. Maintenant, nous passons à la RDC. Le chef de la planification à Kinshasa, Blaise, je vous passe la parole. Merci beaucoup pour la parole, Raphaël. Je salue tout le monde. Nous allons présenter l'utilisation des modèles de simulation dans le processus d'élaboration de la stratégie secteur d'éducation et de la formation en RDC. Et nous allons les faire en 8 points, mais ce sont des petits points. Premièrement, les contextes. Là, je suis dans la 3e diapositive. Si on peut aller directement à la 3e diapositive. Diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voilà. Donc, les contextes. Là, nous allons présenter les contextes dans lesquels nous avons utilisé le modèle SimEd. En fait, nous avions déjà élaboré notre stratégie en 2015 et dans cette stratégie, nous avions utilisé les modèles EPSIM pour simuler les politiques éducatives qui ont été envisagées. Au même moment que nous élaborions notre stratégie, en 2015, il y avait aussi les ODD de la communauté internationale qui élaborait les ODD. Après avoir validé et endossé notre stratégie, nous avions constaté qu'il y avait aussi les ODD qui étaient là. Alors, il fallait aligner notre stratégie sur l'agenda 2030, donc particulièrement l'ODD 4. Les diapos suivants. Mais avant de faire cet alignement,
avant de faire cet alignement de la stratégie sectorielle de l'éducation sur l'ODD 4, il fallait comprendre et s'approprier de ces objectifs. Alors, c'est ce qui a été fait. Donc, une équipe a été mise en place, une équipe technique nationale a été mise en place, composée de plusieurs acteurs, notamment les experts de 4 ministères de l'éducation, les experts d'autres ministères, notamment finances, plan, budget. Il y a eu aussi les acteurs de la société civile et les collègues des agences des Nations Unies. Voilà, donc la compréhension a été bien assurée. C'est l'universalité de l'agenda, son ambition, l'accent qu'il met sur l'inclusivité, son caractère mondial, le fait qu'il s'appuie, le fait qu'il s'applique à tous les pays, quel que soit le niveau de développement, et l'augmentation conséquente des financements, notamment extérieurs, mais aussi les recours à des financements innovants ont été clairement compris. Donc nous avions bien compris les enjeux de l'ODD 4 et il s'était avéré nécessaire que nous puissions l'adapter à notre contexte et faire la priorisation des cibles de cette ODD. Donc nous avions fait cet exercice. Donc l'adaptation a été assurée et nous avions fait la priorisation. Donc tout a été bien compris, non seulement par rapport à la possibilité de réduire les ambitions de l'ODD 4, mais surtout par rapport à la nécessité de tenir compte des contraintes locales sur les objectifs de développement pour les secteurs de l'éducation. La diapo suivante. Alors, nous avions fait aussi cet exercice donc d'analyser la stratégie sectorielle de l'éducation au regard de l'ODD 4. Nous avons compris que tous les indicateurs de l'ODD 4 ont été, après avoir revu tous les indicateurs de l'ODD 4, nous avons bien assimilé ces indicateurs, donc on a bien compris, on a bien présenté cela. Et il n'y a aucun indicateur qui présentait des difficultés, tout le monde avait bien compris. Et nous avons compris que ces indicateurs, pour la plupart, on devait les avoir à travers les enquêtes, mais il y avait aussi un bon nombre, comme d'habitude, on devait les avoir à travers les recensements scolaires que nous faisons chaque année. Alors, nous avons compris également que toutes les cibles de l'ODD 4 ont été déjà prises en compte dans la stratégie sectorielle. Donc les problèmes de l'alignement, c'était essentiellement quantitatif. Parce que l'ODD 4 était plus ambitieux que les objectifs contenus dans la stratégie sectorielle. Donc la stratégie sectorielle était moins ambitieuse par rapport aux différents objectifs si on les compare avec l'ODD 4. Donc l'alignement ne consistait pas à toucher les objectifs de la stratégie d'une manière qualitative, mais c'était de voir comment on peut rencontrer les objectifs quantitatifs de l'ODD, tout en sachant que nous ne pouvons pas aller vraiment dans ces objectifs-là, mais comment faire pour que nous puissions tendre vers l'ODD 4. Diapo suivant. Alors, pour ce faire, nous avions commencé à utiliser les modèles que nous avions utilisés bien avant. Parce que dans l'élaboration de la stratégie sectorielle, nous avions utilisé les modèles EPSIM. Alors, nous avons commencé à utiliser ces modèles, mais il s'est fait que pendant que nous utilisions ces modèles, nous avons constaté que l'EPSIM n'était plus parfaitement, ne s'appliquait plus parfaitement par rapport aux contraintes, par rapport aux objectifs de l'ODD 4. Et en raison de la nature particulière de cet exercice d'alignement, il était nécessaire donc de prévoir une évolution non linéaire, c'est-à-dire nous ne pouvons pas s'aligner dès 2018 jusqu'en 2030. Donc il fallait voir comment nous pouvons mettre un processus ou une évolution non linéaire, c'est-à-dire nous commençons d'abord
avec la tendance de la stratégie et puis voir comment intégrer des formules pour tenir compte des objectifs de l'ODD 4. Alors, les modèles EPSIM devaient être modifiés pour ce faire. Donc, il fallait faire un effort pour faire apparaître la formation professionnelle du secondaire, parce que dans les modèles EPSIM, avant, ce n'était pas bien ressorti, c'était fusionné et distinguer les techniques, donc la formation technique et la formation professionnelle. Dans les modèles EPSIM, c'était fusionné, mais aussi ressortir les différents niveaux des cycles et surtout les lier à travers les taux de transition, ce qui n'était pas fait avec les modèles EPSIM. Donc, nous avions aussi, nous devions aussi lier les rattrapages scolaires aux abandons. Donc, avec les modèles EPSIM, on avait seulement les effectifs de la rattrapage scolaire, et puis on estimait sur la population totale la projection des effectifs pour ces sous-secteurs. Alors il fallait les lier avec les abandons. C'est ce que nous devions faire, et puis calculer précisément les besoins de l'éducation inclusive et ceux de l'alphabétisation. Alors, il y avait aussi beaucoup de coquilles en termes de formules, donc il fallait corriger ces petites erreurs. Et nous avions profité de cette occasion pour actualiser aussi les données qui commençaient déjà à être un peu dépassées, surtout les données sur les prévisions macroéconomiques, parce que quand nous avions élaboré la stratégie, les projections macroéconomiques, particulièrement les taux de croissance, étaient de 8%, alors quand on faisait cet alignement, donc les prévisions macroéconomiques montraient la situation macroéconomique, on était déjà à 4%, donc il fallait actualiser tout cela. Alors tous ces exercices, c'était vraiment costaud. On a compris que les PSIM ne pouvaient pas, ne s'apprêtaient pas à prendre compte de tout cela. Donc c'était nécessaire pour basculer dans les modèles SubMed. C'est ainsi que nous avions décidé, à l'aide du consultant, pour utiliser les modèles SubMed. La diapo suivante. La diapo suivante. Alors, l'utilisation du modèle SubMed, nous avons commencé par déterminer ou de structurer les systèmes éducatifs. Donc, nous avions déterminé tous les cycles, donc tous les niveaux des systèmes scolaires, y compris les sous-cycles. Les sous-cycles ont commencé au niveau du secondaire. Là, nous avions secondaire premier cycle et secondaire deuxième cycle. Et puis, au niveau supérieur, là, nous avions le cycle des graduats, cycle de licence et les cycles de doctorat. Nous avons déterminé aussi les types de formations. Les types de formations, c'est toujours au niveau, on a commencé avec ça toujours au niveau du secondaire. Là, nous avions séparé formation générale, technique, professionnelle et arts et métiers. Et au niveau supérieur, nous avions séparé l'enseignement offert par les universités, les instituts supérieurs techniques et les instituts supérieurs pédagogiques. Donc, les instituts supérieurs pédagogiques, ce sont des instituts supérieurs qui forment des enseignants du secondaire. Ensuite, nous avons regroupé certaines filières pour faciliter la souplesse du modèle. Nous avons regroupé certaines filières et là, c'est essentiellement au niveau supérieur. Donc là, nous avons regroupé toutes les sections, toutes les options en 5 filières. Donc, sciences exactes, sciences sociales, sciences médicales et ainsi de suite. Donc, nous avons déterminé ces filières-là. Ensuite, nous avons déterminé nous avons déterminé la durée pour chaque niveau d'études et pour chaque niveau de cycle et sous-cycle. Nous avons déterminé toujours dans les systèmes donc l'âge d'entrée pour chaque sous-cycle et nous avons aussi fait la liaison entre ces cycles de formation.
Alors, nous avons ensuite déterminé les catégories d'institutions, parce que nous avons plusieurs catégories d'institutions. Donc, il y a les secteurs privés, il y a les secteurs publics, il y a les confessions religieuses. Donc, nous avons toujours dans les modèles SIGMED déterminé toutes ces catégories d'institutions. Alors, nous avons aussi déterminé les catégories d'enseignants pour chaque cycle. Donc, pour chaque cycle, il y a des catégories d'enseignants, mais là, nous les avons captées à travers les niveaux de qualification. Donc, les enseignants du primaire ont un niveau de qualification requis, les enseignants du secondaire et les enseignants du supérieur. Et enfin, nous avons catégorisé aussi les personnels administratifs pour chaque sous-cycle, toujours dans la feuille système. Donc, nous avons bien organisé la structure et ce qui a été validé par tout le monde. La diapo suivante. La diapo suivante. Voilà. Après avoir fixé les structures du système éducatif, il fallait maintenant renseigner les informations sur les différents niveaux d'éducation. Alors, nous avons commencé avec les données de la population. Les données de la population, on était buté aussi à une difficulté d'utiliser soit les données de l'INES ou les données des Nations Unies. Finalement, nous avions utilisé les données des Nations Unies parce que les données de l'INES ne nous permettaient pas d'aller jusqu'en 2030. Donc, les données des Nations Unies, comme il y avait déjà des projections jusqu'au-delà de 2030, nous avons opté pour l'utilisation des données de la population des Nations Unies. Alors, pour les données de l'éducation, nous avons actualisé les données scolaires pour chaque cycle et sur toutes les variables. Donc, en commençant par les élèves et étudiants, donc nous avons actualisé les données des élèves par niveau, par cycle, par filière, ainsi de suite. Et nous avons renseigné les données sur les écoles et établissements. Nous avons renseigné les données sur les classes par type d'institution, donc les nombres de salles de classe du secteur public, du secteur privé. Nous avons renseigné ça et nous avons renseigné aussi les nombres d'enseignants par type d'institution et par qualification. Et c'est là par niveau, donc par chaque cycle et par sous-cycle. Nous avons ensuite renseigné le nombre de salles de classe et particulièrement les salles spécialisées. Les salles spécialisées, là nous avons tout ce qu'il y a comme bibliothèque, tout ce qu'il y a comme laboratoire, tout ce qu'il y a comme atelier, et c'est là pour tous les niveaux de l'éducation. La diapo suivante. Alors, sur base de toutes ces données que nous avions renseignées, la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, sur base de toutes ces données que nous avons renseignées, nous avons fait les diagnostics du système pour voir les niveaux de couverture du système éducatif. Alors, il fallait maintenant projeter les effectifs. Nous avons utilisé les taux bruts d'admission plutôt que les taux bruts de scolarisation. Donc, les taux bruts de scolarisation, nous l'avons constitué comme nous l'avons considéré comme une résultante. Donc, la variable de décision était les taux bruts d'admission. Alors, sur la base de ces taux, nous avons déterminé la progression des élèves et des étudiants d'une année à l'autre, compte tenu des conditions de scolarisation, notamment les taux de promotion, redoublement et abandon, mais aussi surtout les passages entre les cycles. Là, nous avons déterminé aussi les taux de transition entre les cycles, et c'est ça qui nous a permis de faire la projection des effectifs des étudiants, des élèves et étudiants. Alors, cet exercice nous a permis également de disposer des projections du nombre d'élèves étudiants par année jusqu'à 2035, mais surtout selon aussi les scénarios retenus. Donc, plus loin, nous allons parler des scénarios retenus. Donc, nous avions
projeter ces effectifs selon les scénarios retenus et pour le secteur public et le secteur privé, mais aussi par sexe et surtout par filière d'études. Alors, cela nous a permis de déduire le nombre d'enseignants requis pour chaque scénario, pour chaque niveau, et le nombre des infrastructures requises, le nombre de matériels didactiques, et ainsi de suite. Donc, tous les intrants du système éducatif, nous les avons projetés par rapport aux effectifs des élèves et étudiants. Diapo suivante. Diapo suivante. Alors, il fallait maintenant déterminer les éléments de coût qui devaient nous permettre de faire l'estimation financière de la stratégie sectorielle. Alors, nous l'avons fait à deux niveaux. D'abord, pour ce qui est de maternelle, primaire, secondaire ensemble et enseignement supérieur à part. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que, en ce qui concerne par exemple les dépenses des salaires des enseignants, même des non-enseignants, nous avons constaté que les écarts entre les enseignants du maternel jusqu'au secondaire, ce n'était pas vraiment significatif. C'est pour cela nous avons calculé une moyenne et puis nous l'avons estimé en multiple du PIB par habitant. C'est ce qui nous a donné un nombre de 2,5 dépenses des salaires des enseignants en multiple du PIB par habitant, y compris celui des non-enseignants. Alors, nous avons aussi estimé les renforcements des capacités des enseignants, donc à travers la formation continue, que nous avons mis beaucoup d'activités dans la stratégie sectorielle. Mais ces renforcements des capacités des enseignants, nous l'avons lié à l'enveloppe salariale. Donc, nous avons déterminé un pourcentage que nous avons lié aux dépenses salariales des enseignants, et ça c'est pour la formation du personnel enseignant. Nous avons déterminé aussi sur base des données existantes et des informations existantes dans toutes les directions et les autres ministères, nous avons déterminé les différents coûts pour les infrastructures, pour les investissements. Donc, la construction, la reconstruction et la réhabilitation. Nous avons séparé la reconstruction et la réhabilitation à ce sens qu'il y a certaines... donc les diagnostics avaient révélé qu'il y avait certaines infrastructures qui ne demandaient pas trop des travaux de réhabilitation, mais il y avait vraiment certaines infrastructures qui demandaient vraiment des grands travaux, voire même de reconstruire carrément. Et nous avons déterminé aussi les coûts pour les différents autres locaux. Je suis désolé de vous interrompre. Il va nous falloir un peu de temps pour les questions-réponses. Est-ce qu'on pourrait passer la dernière diapositive, cher monsieur? Bon, voilà. Là, nous avons les différentes hypothèses que nous avons utilisées. So these are the estimate for cost and resources that we have used. Désolé. Bon, pour passer, pour aller un peu vite, donc là, je vais directement aux différentes projections. Donc, à travers les projections des effectifs des élèves et étudiants, les effectifs des enseignants et les différents intrants, nous avions projeté les différents indicateurs de base, donc les principaux indicateurs en termes de scolarisation. Et cela nous a permis aussi de faire les chiffrages. Donc, alors, pour faire les chiffrages, nous sommes partis des projections macroéconomiques qui a été utilisées. Donc, nous avons le PIB, nous avons
le budget de l'État et puis la part du budget de l'État, la part de l'éducation dans le budget de l'État en ce qui concerne les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Et nous avons estimé les gaps de financement pour ce qui est de la stratégie sectorielle. Voilà, donc il s'est dégagé un besoin de financement énorme qu'il fallait combler pour financer la stratégie sectorielle. Et enfin, nous avons déterminé les différents coûts donc par élève et étudiant pour chaque sous-secteur. Voilà donc les niveaux qui coûtent plus cher au système éducatif, c'est l'enseignement supérieur. Donc l'enseignement supérieur, un étudiant, donc le coût d'un étudiant d'enseignement supérieur peut scolariser 25 élèves du primaire. Donc c'est vraiment énorme. C'est ce que nous avons constaté. Mais ça, c'est après beaucoup de discussions, beaucoup de changements des différentes politiques. On est arrivé à ça qui était acceptable et soutenable par tout le monde. Voilà. Donc, en conclusion, en dehors des mesures de rationalisation que nous avions adoptées pour s'aligner sur les ED4, donc c'était nécessaire pour nous de modifier beaucoup d'objectifs et surtout d'améliorer les modèles que nous avons utilisés. Alors, nous avons retenu un scénario donc, qui ne prévoyait que de faire marche vers les cibles ODD 4 à 2020. Alors, il y avait d'autres scénarios alternatifs. Donc, les premiers scénarios alternatifs, c'était de continuer avec la stratégie sectorielle et l'autre, c'était de commencer avec l'objectif ODD 4 dans l'immédiat. Donc ça, ce n'était pas soutenable. Alors, tout le monde avait adopté pour cette stratégie. Alors, les difficultés, si vous le permettez, un peu rapide, les difficultés que nous avons rencontrées, bon, au-delà de ce que tout le monde a évoqué en ce qui concerne les données, mais c'est l'utilisation aussi des modèles. L'utilisation des modèles parmi les experts nationaux, nous l'avons utilisé, nous l'avons bien compris, utilisé, mais sauf que ce n'est pas comme EPSIM. EPSIM, on avait la possibilité de modifier même, d'élaborer même nous-mêmes ces modèles, mais avec SubMed, des formules trop kilométriques, donc ça ne facilite pas vraiment une appropriation technique de ces modèles. Surtout que nous avons maintenant, nous sommes dans les processus d'élaboration des plans stratégiques provinciaux, donc il fallait vraiment renforcer les provinciaux pour l'élaboration, pour l'utilisation de ces modèles dans l'élaboration de leurs plans stratégiques. Mais déjà au niveau national, l'appropriation technique de SubMed n'est pas encore au niveau de l'EPSIM. Donc il serait intéressant de nous renforcer dans ce sens-là. Donc voilà, pour ne pas beaucoup traîner, je m'arrête là. Merci. Merci mille fois de cet exposé extrêmement intéressant. Nous allons revenir peut-être sur les questions que nous avons reçues en ligne et l'utilisation des modèles de simulation dont vous avez parlé quand vous avez terminé votre exposé. Quelle est votre expérience de l'utilisation des modèles de simulation quand vous vous êtes adressé à vos ministères? Notre expérience dans les... J'espère que la question est posée à moi, bien sûr. J'espère que la question m'est posée, je peux y répondre. Comment vous avez traduit les informations dans le modèle pour pouvoir dialoguer avec votre ministre?
ou tout autre fonctionnaire de très haut niveau ou décideur politique? Comment vous avez fait? Voilà, donc ces modèles nous a permis de faire les dialogues entre les partenaires, d'abord entre nous, donc les niveaux, les experts nationaux et la société civile, mais aussi ça nous a permis de faciliter la discussion avec surtout les ministères des Finances, des Budgets et du Plan. Donc, à ce niveau-là, nous avons vraiment démontré que voilà la nécessité d'abord. L'objectif, l'ODD 4 était très ambitieux et qu'il fallait s'aligner. Voilà les objectifs, les différentes cibles que nous devons tendre. Et ces différentes cibles, voilà ce qui doivent nous coûter en termes financiers. Donc, les modèles de simulation nous a permis de disposer des informations financières pour faire ces dialogues-là. Alors, au niveau sectoriel, les autorités étaient parfaitement convaincues quand on les a expliqué, quand on les a exposés les résultats de ces modèles. Alors, c'est ça qui a même facilité l'adoption de cette stratégie au niveau du gouvernement parce que les autorités s'en étaient appropriées et puis les partenaires aussi, il y avait beaucoup de partenaires qui ont endossé cette stratégie. Donc voilà, ça nous a permis quand même de disposer des éléments, des réponses aux différentes préoccupations de tous les partenaires qui s'étaient intéressés à ça. Et nous avons élaboré un addendum pour annexer à la stratégie qui a été déjà élaborée. Et l'addendum a été approuvé au niveau du gouvernement et d'abord par les partenaires et puis au niveau du gouvernement. Merci Blaise. Il y a une question pour les collègues de l'UNESCO et aussi des questions pour les autres représentants de pays. Mais pour l'UNESCO, les collègues de l'UNESCO, il y a une question technique. Avec le modèle de simulation, on peut faire une analyse des coûts. Ousmane, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Est-ce qu'il est possible de faire une analyse des coûts? Oui. Merci, Raphaël. Je n'ai pas vraiment compris la question. Est-ce qu'on peut utiliser les modèles de simulation pour faire une analyse des coûts et des avantages ou est-ce qu'il faut avoir d'autres outils pour le faire? Non, tout à fait. Je dirais non. Pour l'analyse coût-analyse, l'objectif, c'est de voir les avantages des différentes actions, d'estimer les retours ou les avantages eux-mêmes et de voir quelle est en fait la différence. Mais s'il s'agit, en termes de l'éducation, c'est très difficile d'estimer ou d'évaluer les avantages des actions parce que c'est en fait, il s'agit de long terme. Et les coûts, bien sûr, on peut les connaître, mais les retours peuvent être mesurés vraiment à très long terme. Mais le modèle de simulation, ce qu'il peut permettre de faire, c'est de considérer les différentes priorités par rapport à différents résultats escomptés, par rapport à des activités. Qu'est-ce que vous voulez véritablement réaliser et quel est le coût? Et dans ces cas-là, il y a donc des calculs de coûts assez sophistiqués en termes de coûts unitaires. Vous pouvez donc lier les résultats au coût. Après ça, vous pouvez avoir des indicateurs de performance qui mesurent le lien entre les résultats et les ressources que vous avez engagées. Donc, ce sont des mesures de performance qui peuvent être utilisées à la fin, après vos actions. En termes de performance financière, par exemple, il y a certaines externalités et on veut effectivement mesurer les choses après un an de dépenses. Mais ça,
il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire avec ce modèle de simulation. On doit utiliser d'autres outils. On peut mesurer par contre la performance annuelle, mais pas la performance du système. Après un an, le retour sur l'investissement, on peut mesurer cela. Mais par exemple, s'il s'agit d'améliorer l'apprentissage, on ne peut pas vraiment tester ça après un an et mesurer ça et dire qu'on a réalisé ce pourquoi on a dépensé, ce pourquoi on a alloué des fonds. Merci Ousmane. Il y a une question qui s'adresse à Jeanne pour l'expérience en Ouganda. Jane, vous avez dit que les projections des dépenses à moyen terme n'étaient pas véritablement réalistes et que vous avez dû changer votre cadre macroéconomique pour que votre simulation soit pertinente. Mais il y a une question par rapport à ça. Comment est-ce que le modèle de simulation peut aider à appuyer ou à informer des projections beaucoup plus réalistes? Est-ce que vous avez un retour d'information? Merci de la question. Le modèle de simulation nous a aidés. Il y avait une inefficacité en ce qui concerne le côté coût et le côté financement. Du côté coût, il y avait des problèmes en termes de données parce que nous n'avions pas des données réalistes ou fiables et on ne pouvait pas obtenir des coûts unitaires ou des coûts réalistes. Ça nous a donc aidé au niveau de la gestion du ministère pour pouvoir avoir un système de gestion des données et aussi pour développer des politiques en termes de la collecte des données. Et il y a aussi des sanctions pour ne pas soumettre les bonnes informations. Nous sommes en train de développer un plan stratégique et nous avons travaillé avec les donateurs, avec la banque en particulier, pour nous permettre de créer des coûts unitaires réalistes qui nous permettraient effectivement d'avoir des prévisions beaucoup plus réalistes. Mais au niveau du côté financement, nous avons encore des difficultés. Nous avons un financement en dehors du budget qui nous provient de donateurs et on a incorporé certains éléments dans le système budgétaire et ceci exige d'obtenir des données des différents bailleurs de fonds ainsi que des institutions et ça c'est incorporé dans le financement, le système de financement du gouvernement. Ça veut dire qu'on ne peut pas dépenser de l'argent sans avoir des informations ou sans que ceci soit intégré dans le budget. Mais on a quand même des difficultés avec le MTF. Comme je l'ai présenté, ça n'est pas basé sur les exigences de ressources du secteur. La plupart du temps, ce que l'on découvre, c'est que le cadre de dépenses à long terme voit une augmentation de 5%, mais ça n'est pas basé sur les exigences du secteur, ou ça n'est pas en fait les prévisions qui sont projetées dans le modèle de simulation. Il y a donc un déficit de financement et nous avons, au fur et à mesure du développement, créé bien sûr des éléments de réponse pour ce problème. Merci. Une autre question pour le Sénégal, cette fois-ci, sur les données. Un aspect clé de votre présentation, c'est que les modèles de simulation peuvent être vraiment consommer énormément de données. La question dans le cas du Sénégal, est-ce que les données produites par EMIS, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que vous devez avoir d'autres collectes de données pour pouvoir alimenter ce modèle? Merci. Donc, je pense que vous l'avez dit, hein, la question des données, donc c'est une question cruciale dans la mesure où c'est à partir des données que
les projections ont été réalisées. Alors, sur la base donc, des informations que nous avons pu collecter, des données au niveau des administrations, que ce soit au niveau du budget, que ce soit au niveau des finances et même au niveau des données scolaires, au niveau de l'éducation nationale, avec le recensement scolaire que nous réalisons chaque année, et les données disponibles au niveau de l'Agence nationale donc de la statistique et de la démographie, l'ANSD, nous avons quand même pu avoir un certain nombre de données fiables pour quand même supporter l'ensemble des projections qui ont été réalisées dans le cadre donc, de ce modèle de simulation-là. Les quelques éléments de données peut-être qui pourraient poser problème se trouvent au niveau peut-être déconcentré, c'est-à-dire que par rapport aux aspects liés à la déconcentration, c'est-à-dire qu'il y a des administrations donc, de l'éducation qui sont situées au niveau des départements et des régions. Et à ce niveau-là, donc, on a quand même eu un certain nombre de gaps de données liés à ce manque de certain nombre d'informations qu'on n'a pas pu traiter de manière exhaustive. Donc, à part cela, je pense que pour l'ensemble des données dont on a besoin, on a pu avoir les données nécessaires pour gérer tout ce qui est projection, financement et simulation macroéconomique, etc. Donc, je pense que ce n'est pas une difficulté majeure qu'on avait eue durant le processus. Également aussi, il y a cette partie des données liées aussi aux partenaires techniques et financiers, donc, qui sont donc, des partenaires dont on n'a pas une visibilité au-delà de 4 ans. Donc on a pris les données sur 4 ans qu'on a stabilisées pour la durée globale du plan sectoriel, donc jusqu'en 2030. Donc on a supposé que ce qu'il faut actuellement, ils feront la même chose jusqu'en 2030. Donc, c'est quelques éléments de réponse que je peux apporter par rapport à cette question des données qui nous a été posée. Merci. Merci, Cheikh. Comme vous avez la parole, autre question un petit peu différente. La question, c'est sur l'actualisation du modèle. Et dans quelle mesure est-ce que le modèle est utilisé en tant qu'outil pour le suivi? S'assurer que tout a bien été fait, s'assurer que les prévisions financières sont tout à fait pertinentes, etc. Est-ce que vous utilisez ce modèle quand vous faites un suivi de la performance du système? Et dans quelle mesure est-ce que vous avez un processus qui est régulier sur le traitement des données quand vous recevez de nouvelles données à la fin de chaque année scolaire? Merci. C'est une question difficile, hein, dans la mesure où le suivi... It's a difficult question. Thank you. Le suivi constitue un élément important dans la mesure où chaque année, au niveau du secteur de l'éducation et de la formation, nous produisons un rapport annuel de performance qui renseigne sur l'ensemble des éléments donc, qui ont été atteints, des indicateurs qui ont été réalisés durant la période. Au cours de dans ce document, on note que les données liées aux performances sont stabilisées et les cibles sont puisées du modèle de simulation. Donc, la référence par rapport aux années, c'est le modèle. Donc, pour chaque année, on compare ce qui a été réalisé par notre système aux cibles qui ont été proposées dans le cadre du modèle de simulation. Et maintenant, il y a un temps où les éléments du modèle devraient être actualisés par rapport aux données que nous recevons chaque année. C'est-à-dire que les réalisés de 2019 doivent être, à partir de l'année prochaine, insérés dans le modèle de simulation pour l'année 2019, pour que le modèle puisse générer quand même les nouvelles cibles pertinentes par rapport aux projections qui sont dans le modèle. Alors, par rapport à l'utilisation du modèle de simulation, hein, c'est un instrument que nous utilisons régulièrement. Comme je l'ai dit tantôt, lors des rapports de performance, on est obligé de prendre les cibles qui sont projetées dans le modèle de simulation. Maintenant, c'est la question de l'actualisation du modèle par rapport aux réalisés de chaque année qu'on n'a pas encore, cet exercice-là, on ne l'a pas encore réalisé depuis qu'on a le modèle de simulation. Mais c'est des tâches qui sont en perspective pour pouvoir actualiser ces données introduites dans le modèle. Ensuite, maintenant, est-ce que les données
est-ce que le modèle nous permet quand même de suivre la politique éducative? Je pense que ça, c'est le rôle essentiel du modèle de simulation, dans la mesure où tout ce que nous faisons doit être tiré du modèle. Et quand on fait les réalisations, les résultats doivent comparer à ce qui a été produit dans le modèle. Maintenant, peut-être que pour le financement, des fois on a un problème dans la mesure où ce qui est planifié, la plupart du temps, c'est dans le budget, c'est une partie donc, qui est mise dans le budget. Et donc il y a un gap à ce niveau-là. Et donc, au fil du temps, ce gap-là va s'accumuler et un jour, il va falloir remettre à jour le modèle par rapport à cette nouvelle donne. Sinon, au bout d'un certain nombre d'années, il y aura un déphasage entre la programmation et la planification. Et donc, on est très conscient de cet aspect-là et on est en train de travailler là-dessus pour qu'il y ait quand même une cohérence entre ce qu'on a planifié, donc en termes de niveau de résultat, et ce qu'on budgétise en termes de financement. La plupart du temps, c'est la planification dépasse de loin ce qui est prévu en termes budgétaires. Donc je pense que c'est quelque chose à surveiller et je pense qu'on va s'y atteler. Merci. Merci. Une question pour nos collègues de l'UNESCO. Je vous la présente pour que vous sachiez qui va répondre à la question, soit Ousmane, soit Satoko. Est-ce que vous avez des plans au niveau technologique pour développer des applications sur web pour les modèles de simulation plutôt que d'avoir des tableurs genre Excel, etc. Je m'en remets à Satoko et à Ousmane de décider qui va répondre. Mais avant cela, je vais poser une question à Jane sur les déficits de capacité. Les trois pays ont parlé des déficits de capacité. Dites-nous quelles sont les capacités dont on se sert, par exemple en Ouganda, qu'il faut renforcer ou développer pour que ce processus soit plus lisse, soit plus facile et peut-être amener une meilleure utilisation. Statistique, Excel, informatique, concept ou quoi que ce soit d'autre. Alors, ce n'est pas forcément en statistique ni en Excel, mais c'est la planification de l'éducation, les prévisions, la simulation. Vous verrez que dans le département, nous avons 2 personnes qui peuvent effectivement développer le modèle de simulation pour tout le secteur, effectivement pour tout le secteur. Et 3 autres personnes dans le département peuvent faire un suivi du développement pour le secteur. Et ça n'est pas possible de suivre ce travail, puisque cela dépasse leurs possibilités. Donc, ils arrêtent de s'intéresser au sujet. Au niveau de la direction, il faut expliquer ce qui a été développé à partir de la simulation, discuter avec les directeurs de la gestion. C'est compliqué parce que le concept ne sont pas bien connus pour la planification de l'éducation au niveau de la direction. Donc, c'est ça qui est difficile. Il est difficile de développer les modèles puisque nous sommes très peu pour comprendre le modèle et expliquer également aux directeurs qui n'ont pas les connaissances sur la planification de l'éducation. C'est là les capacités qui seront nécessaires. Sinon, toute la planification pour les simulations, nous en servons avec Excel, nous servons des statistiques au quotidien et également de l'informatique. Ça, ce n'est pas un problème. Merci, Jane. Ousmane, Satoko, répondez à notre question. Et comment on peut avoir des modèles de simulation pour que ce soit plus facile à comprendre pour les décideurs? Ou est-ce qu'il nous faut toujours des collègues qui seront donc les intermédiaires entre le technique et le politique? Merci, Raphaël.
Je vais commencer, ensuite Ousmane complétera. Merci de cette question parce qu'effectivement, nous voulons voir les possibilités d'aller non pas au-delà d'Excel, mais ce dont on a parlé dans notre exposé pour l'avenir. Nous voudrions avoir des liens de données avec d'autres outils. Et nous pouvons valoriser donc l'EMIS à l'heure actuelle pour pouvoir produire d'autres projections et des résultats dans d'autres modèles de simulation qui sont distincts. Et pour répondre à votre question, comment faire en sorte que ce soit plus accessible aux décideurs, nous voudrions améliorer la visualisation des résultats de simulation. Et il y a un plan en la matière, mais nous venons juste de commencer à l'examiner et voir également comment est-ce que les partenaires pourraient nous aider dans ce domaine. Oui, tout à fait. C'est relativement convivial, tout particulièrement pour décider des cibles. Mais parfois, ça peut être assez lourd. Par exemple, pour le Sénégal, il vous faut intégrer toutes les activités détaillées du plan. Et peut-être qu'un appui serait nécessaire, mais il faudrait l'analyser, l'étudier avant que de lancer. On peut, grâce à Excel, décider de cibles en verticale, en itération. Mais peut-être qu'effectivement, on pourra se détourner d'Excel en plus. Excel est gratuit, accessible à tous dans le monde, tout particulièrement pour les pays en développement, où les coûts peuvent être assez lourds. Nous continuerons à utiliser Excel pour l'instant, mais nous allons étudier les possibilités de fonctions liées à d'autres bases de données ou sur le web, pas pour l'instant, mais pour les bases de données en tout cas. Merci. Merci Ousmane, merci Taco. Dernière question, Blaise. La situation des données, qui est assez difficile, nous dit-on. Les données de l'éducation produites par l'EMIS ne sont pas forcément uniformes, ni publiées de façon uniforme. Et les données démographiques sont obsolètes, vous avez dit. La RDC est confrontée à des difficultés de la couverture des données. Comment vous allez surmonter ces difficultés pour le modèle? Quelles sont les astuces pour améliorer ce modèle? Merci beaucoup, Raphaël, pour cette question. Effectivement, ces difficultés sont réelles. Nous avons connu ces difficultés. D'abord, par rapport aux données de la population, là, c'est inévitable. Donc, les recensements, les derniers recensements datent d'il y a longtemps, plus de 30 ans. On ne fait que des projections à projections. Et même les projections que nous-mêmes nous avions fait avec l'INES, donc ça ne permet pas d'aller plus loin, raison pour laquelle on s'est rabattu aux projections des Nations Unies. Ça, c'est vraiment un fait. Donc, c'est vraiment un fait exogène au système éducatif. Donc, nous ne pouvons que subir ça en espérant que les choses vont s'améliorer comme promis au niveau du pays. L'INES est en train de travailler là-dessus pour nous produire les nouveaux recensements. Mais pour les données scolaires, ça aussi, on a connu une difficulté, raison pour laquelle nous avons fait un effort pour rester un peu plus loin, c'est-à-dire utiliser les données de la même année pour tous les niveaux du système. Donc, c'est-à-dire les différents ministères évoluaient à plusieurs vitesses. Donc, on n'avait pas les données, on n'avait plus les données pour la même année pour tous les ministères. Donc, on s'est contenté d'utiliser des données un peu plus lointaines. On a utilisé les données de
2014-2015, non, 2013-2014, plutôt d'utiliser des données qui étaient un peu plus récentes. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et à l'heure actuelle, les problèmes persistent. Donc il y a un seul ministère qui a des données pour 2017-2018. On n'a pas encore des données pour 2018-2019. Les autres ministères, enseignement supérieur, les données datent de 2015-2016. Les autres ministères, c'est encore avant 2015-2016. Donc, c'est vraiment un problème des données. Bon, c'est ce qu'on a constaté pendant la revue sectorielle, pendant la revue de la stratégie sectorielle. Donc, il y avait problème des données. La difficulté est vraiment réelle. Donc, on suppose que nous allons surmonter ces difficultés cette année. Voilà. Merci Blaise. Merci de toutes les questions. Maintenant, les capacités pour l'utilisation du modèle de simulation. On en parlera dans le deuxième webinaire au mois de mars, quand nous parlerons des applications, de l'application et comment sont les modifications, quelles sont les modifications pour mener un dialogue politique entre les partenaires, pour avoir une application, la mobilisation des ressources. Nous reprendrons ces questions de capacité donc pendant le deuxième webinaire. Je conclurai maintenant ce webinaire et je remercie chaleureusement tous les présentateurs Sénégal, Kinshasa et Ouganda et encore l'UNESCO. Merci mille fois à tous ceux qui ont participé à la chose en ligne. Nous allons diffuser une note, les enregistrements également, ainsi que le document, et nous vous dirons exactement quand le deuxième webinaire va se produire. Merci. Au revoir.